Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Pouvremonti, merci d'être sur Sud Radio avec nous en studio pour parler de ce phénomène de l'immigration qui passe par la France, mais ils veulent d'abord aller en Angleterre. Première question, pourquoi se précipiter en Angleterre? Pourquoi ne reste-t-il pas chez nous? On est quand même la République française, paradis fiscal et social. Bon, fiscal, non, j'allais dire social. Fiscal, c'est encore autre chose. D'abord, en deux mots, présentez-moi ce qu'est l'Observatoire de l'immigration. Quand a-t-il été fondé? Par qui et pourquoi? Bien sûr, écoutez, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est un think tank, assez classiquement un laboratoire d'idées, qui a été créé il y a 5 ans maintenant, afin d'apporter une vision rationnelle, dépassionnée, factuelle, réaliste aussi, sur ces sujets migratoires et démographiques, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont très présents dans le débat public. Hors clivage politique? Hors clivage politique, de manière absolument impartisane. L'immigration étant aujourd'hui un fait social total qui a des implications pour l'ensemble de notre vie en société. Pour répondre à votre question, l'attractivité migratoire du Royaume-Uni, elle vient de loin, elle ne date pas d'hier. Elle s'est néanmoins beaucoup renforcée depuis 20 ans. 3 raisons principales à ça. D'abord, la très grande facilité à vivre et travailler en clandestin quand on est au Royaume-Uni. Il y a moins de contrôle, j'ai envie de dire encore moins de contrôle qu'en France. Vous voulez dire qu'ils ont une législation plus souple que nous? Notamment parce que la législation du travail, de manière générale, est plus souple. Ça rend aussi plus simple d'embaucher des clandestins et de travailler comme clandestins. Sur quels paramètres? La culture anglo-saxonne, j'allais dire une vision sociale, j'allais dire un peu communautariste, qui fait qu'on s'inquiète moins de l'étranger qui arrive via le Commonwealth, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a une dimension très libérale dans l'approche du du travail, qui date des années 80 au Royaume-Uni, mais qui n'a jamais été fondamentalement remise en cause. Absolument, de la main-d'œuvre pas chère. Il faut faire venir de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est ça. Et sur ce phénomène-là se greffe un deuxième facteur, qui est que le Royaume-Uni est maintenant un pays très multiculturel, où la part des communautés d'origine immigrée est très forte. Et beaucoup des gens qu'on retrouve à Calais vont rejoindre de la famille, un cousin, une connaissance, un ami qui est déjà au Royaume-Uni. Et il y a un phénomène de diaspora. L'immigration crée l'immigration. En vérité, c'est vrai en France aussi, mais c'est très marqué au Royaume-Uni. Et puis il y a un troisième facteur qui est évidemment la langue anglaise, qui est apprise à travers le monde et qui rend le Royaume-Uni plus instinctif comme destination visée. Qui sont ces migrants qui vont massivement vers la Grande-Bretagne, j'allais dire, les pauvres, on a vu les images, ils s'entassent dans des camps. Alors il y avait l'image de Calais avec la maire de Calais qui était inquiète, et puis bon, tout le littoral avec les transporteurs dans les camions. Enfin, on a vu des tragédies humaines. Qui sont ces migrants? Ce sont des gens qui juste traversent la France, ou c'est des gens qui n'ont pas trouvé satisfaction pour eux en France et qui essayent l'Angleterre, ou ils viennent directement pour aller en Grande-Bretagne? La France n'est qu'un lieu de passage. Pour la plupart d'entre eux, le Royaume-Uni est le pays directement l'objectif. Tout à fait. La France pourra être un pays de rebond pour certains d'entre eux, ceux qui n'arriveront pas à traverser, ceux qui finalement seront convaincus par les efforts déployés par l'administration française pour les convaincre de déposer une demande d'asile en France plutôt qu'au Royaume-Uni, parce que généralement c'est l'objectif, demander l'asile. Ces profils, on les connaît un peu grâce aux enquêtes menées sur place. Des nationalités particulières? Oui, alors il y a des nationalités qui sont très représentées, des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Soudanais, des Somaliens, des profils qui sont globalement à 80% des hommes adultes. Paramètres linguistiques aussi. La langue anglaise est assez installée dans ces pays-là. Absolument, tout à fait. Alors, il y a des phénomènes de plus ou moins haute marée selon l'actualité géopolitique. Il y a eu beaucoup de Syriens pendant longtemps. Il y a eu plus d'Afghans depuis 4 ans. Mais globalement, on reste sur ces nationalités-là qui ont déjà des diasporas importantes au Royaume-Uni. Et ces diasporas, j'y reviens, jouent vraiment un rôle d'attractivité dans les pays d'origine pour rejoindre l'Angleterre. Nicolas Pouvremonti, dites-moi, est-ce que les Anglais commencent pas, et on le sait, ils commencent pas un peu à en avoir marre, la société anglaise, elle commence pas à s'inquiéter? Il n'y a pas un mouvement j'allais dire, de rejet de cette migration massive? C'est clairement le facteur de tension politique et sociale majeure aujourd'hui au Royaume-Uni. Et ça prend sa source, si je puis dire, dans une grande trahison démocratique, qui est que les Britanniques, en l'espace de 15 ans, ont voté 5 fois pour réduire drastiquement l'immigration. Avec le Brexit qui s'est fait largement sur cette question. J'allais y venir. C'est un des éléments du vote du Brexit, c'est de protéger, c'est un protectionnisme contre une immigration massive. Oui, tout à fait. Ils l'utilisent à bon escient ou finalement c'est pas bien utilisé? Et le vrai problème, c'est qu'il y a eu ce vote pour le Brexit, il y a eu 4 majorités électorales pour le Parti conservateur qui a fait campagne pour une restriction de l'immigration. Avec Boris Johnson à la tête. Tout à fait, avec Theresa May puis Boris Johnson. Et la vraie difficulté, c'est que le système d'immigration mis en place post-Brexit, au lieu de tarir les flux, les a accélérés de façon spectaculaire. Comment se fait-il? En l'espace de 3 ans, 2022-2024, le Royaume-Uni a reçu une immigration nette de 2 millions de personnes. C'est sans comparaison, y compris... 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. En France, c'est quoi la moyenne? Alors, sur les dernières années... Les vrais chiffres. En ajoutant les différentes catégories d'entrée, on est sans doute entre 400 et 500 000 par an. Par an. C'est ça. Combien de départs? Alors, selon l'INSEE, pour 3 immigrés qui entrent, il y a 1 immigré qui part. Donc on peut envisager que sur cette période, il y a environ 130 000 immigrés qui sont partis par an. La balance des paiements est relativement acceptable, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, elle est historiquement élevée au regard de nos propres critères, mais elle est sans comparaison avec ce que le Royaume-Uni a connu. Et pourquoi cette accélération?
Globalement, parce que on a voulu mettre en place un système à points à l'australienne, vous savez, selon les niveaux de qualification, etc. Mais on a mis des critères qui étaient très très faibles. C'est-à-dire que typiquement, avoir un titre pour être salarié qualifié au Royaume-Uni, ça impliquait vraiment pas grand-chose en termes de rémunération. On a fixé des objectifs d'immigration étudiante très fortes. On fait la même erreur en France d'ailleurs actuellement. Et donc ça a conduit à un emballement de l'immigration qui a été essentiellement un emballement légal. Est-ce qu'il y a plus de boulot pour autant? Est-ce que Non. l'économie britannique est à ce point plus dynamique que la nôtre, qu'il y ait plus de propositions d'emploi, quitte à ce que ce soit des emplois précaires? Oui, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que le taux de chômage au Royaume-Uni est structurellement plus faible que chez nous. Les situations de l'économie britannique depuis 2-3 ans n'est pas excellente. Hein. On est dans une forme de stagnation, en vérité. Et donc, ça crée des éléments aussi de tension sociale. Problème de sécurité ou non du coup? Problème de sécurité, bien sûr. L'un des grands marqueurs de cette traversée dans la Manche, c'est le fait que les migrants demandent souvent l'asile. Et le nombre de demandeurs d'asile au Royaume-Uni a triplé en 4 ans, avec des phénomènes de focalisation, notamment sur les hôtels hébergeant ces demandeurs d'asile. D'abord sur leur coût, ça va dépasser les 10 milliards de livres par an. Donc l'habeas corpus est toujours dans l'esprit des institutions britanniques. C'est ça, un sens des libertés civiles très accentué. Et par ailleurs, effectivement, des craintes liées à la sécurité autour de ces hôtels pour demandeurs d'asile. Il y a eu un certain nombre de crimes qui ont été globalement assez couverts, commis par des demandeurs d'asile hébergés dans ces hôtels. Et donc le gouvernement de Keir Starmer, il essaye de répondre aux inquiétudes de son électorat, qui est globalement un électorat populaire. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées ces derniers mois pour tarir notamment l'attractivité pour l'asile. Les titres de séjour de nos réfugiés, leur durée a été divisée par 2, c'était 5 ans, ce sera 2 ans et demi. Pour que ces réfugiés obtiennent un statut de résident permanent, 5 ans suffisait, ce sera 20 ans. Les allocations vont être supprimées pour certains demandeurs d'asile, ceux qui peuvent travailler et qui ne le font pas. Et la volonté, en vérité, c'est de tarir cette attractivité du Royaume-Uni. Et il y a beaucoup de leçons à en tirer parce qu'il s'agit là d'un gouvernement travailliste. Avec ce gouvernement de paradoxe centre-gauche. que la ville de Londres a élu un maire qui est plutôt ouvert à la mondialisation, exactement comme New York. Londres a annoncé la couleur de New York, mais que l'opinion britannique n'est pas dans ce sens. Monsieur Farage, le leader de l'opposition, j'allais dire souverainiste, est en train de gagner des points dans les sondages. Bien sûr, et il le fait essentiellement sur ce sujet de l'immigration. Et typiquement, l'une des propositions fortes de Nigel Farage en la matière, c'est la sortie du Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas l'Union européenne. Le Royaume-Uni est toujours dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui a de lourdes implications en termes de limitation de lutte contre l'immigration irrégulière. Et là où on voit que le Premier ministre Starmer essaye aussi de traiter cette question, c'est qu'il a co-signé juste avant Noël une tribune avec la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui est, comme lui, de centre-gauche, social-démocrate, appelant à une réforme de la Convention européenne des droits de l'homme sur ces sujets d'immigration. Donc on sent qu'il essaye finalement d'éteindre l'écho que trouve Farage dans l'opinion, parce qu'en vérité, la CEDH, c'est un vrai sujet. Ça l'est au Royaume-Uni, ça l'est aussi évidemment en France. Quand les sociodémocrates sont rattrapés par le réel, tout d'un coup, ils se mettent à ouvrir les yeux, ce qui n'est pas négligeable. Vous vous souvenez de la manifestation à Londres? Oui, bien sûr. Elle avait beaucoup plus impressionné, j'allais dire, les politiciens français que les politiciens anglais. Oui. On pensait que c'était d'ailleurs un des montages vidéo. Est-ce que c'était bien un trucage? Non, c'était bien le peuple anglais qui sortait dans la rue pour manifester, pas sa haine ni sa colère, juste son ras-le-bol, quoi. Oui, vraiment, je pense que le terme de trahison que j'évoquais reflète globalement le sentiment qui animait les manifestants. Et il y avait notamment des craintes très fortes liées, pour le coup, aux enjeux culturels générés par cette immigration qui étaient très présents dans les slogans de la manifestation. Et ça, c'est un autre effet imprévu et sans doute indésiré de l'immigration post-Brexit, c'est qu'il y a eu un recul très fort de l'immigration européenne. Il y a même un départ net de citoyens européens. Il y a plus de citoyens européens qui quittent le Royaume-Uni que de citoyens européens qui n'y arrivent. Et donc l'accélération très forte de l'immigration que je viens d'évoquer, elle est portée globalement par l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, des pays Ça, c'est pays du Commonwealth. Mais bien sûr, c'est ça, le Commonwealth, mais qui du coup renforce le grand doute autour du modèle multiculturel britannique, parce que la distance culturelle, malgré la langue anglaise, est quand même beaucoup plus forte qu'avec des Polonais ou des Lituaniens qui étaient très présents dans les années 2000, par exemple. En tout cas, les problèmes sont posés dans des termes très concrets à la société britannique. Nicolas Pouvremonti, je vous demanderai de revenir bientôt pour disserter un petit peu sur les chiffres de l'immigration en France, l'impact sur l'emploi. Et il paraît que si nous n'avions plus d'immigrés, nous n'aurions plus de main-d'œuvre. Donc on a besoin d'eux. Et même en démographie, il paraît que c'est les immigrés c'est l'immigration qui permet la solution magique. Bon, on décryptera ça avec sereinement. Ce sera avec ici, c'est le parlons vrai. On dira les choses telles qu'elles sont, de façon à ce que nos auditeurs fassent, j'allais dire, la part des choses entre ce qui est une bonne immigration, une mauvaise immigration, une immigration choisie, problème auquel en tout cas est confrontée la Grande-Bretagne.